à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints nombreux pour cette visioconférence. Donc, pour nous, c'est une grande première. Donc, j'espère que vous serez indulgents, mais on est très enthousiastes de cette première. Donc, comme vous le savez, nous devions initialement nous retrouver aujourd'hui au ministère des Solidarités et de la Santé pour le colloque Au cœur des soins, la quête du sens passe par l'humain. En raison de la crise sanitaire, nous l'avons décalé au 24 septembre, ce qui devrait nous permettre de nous retrouver à la fois en visio et en présentiel. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Et nous sommes très heureux avec le collectif national des PASS et le groupe Facteurs Humains en Santé d'accueillir Renaud Vidal, qui est chercheur en organisation de haute fiabilité, qui se présentera tout à l'heure. Les échanges que nous avons eus lors de la semaine qu'il a passée à la PASS de l'hôpital Saint-Louis ont été extrêmement riches et passionnants. Et nous devrions aujourd'hui pouvoir les élargir parce qu'on a balayé des champs qui vont de la philosophie, la sociologie, la question des organisations, les neurosciences. Et de par notre grande diversité aujourd'hui, nous allons certainement approfondir et élargir toutes ces réflexions ensemble. Avec toujours, comme fil rouge, la place essentielle de l'humain dans le soin et les organisations de soins, et avec toujours cette idée de la nécessaire prise en compte de la complexité de l'humain et des organisations de soins. Je laisse donc la parole à François Jolin, président des Facteurs Humains en Santé. Merci beaucoup, Claire. Je tiens d'abord à te remercier ainsi que le collectif des PASS pour l'organisation de ce colloque. Ça n'a pas été une mince affaire parce qu'effectivement, entre les différents volte-face de la pandémie, on a dû quand même faire preuve de résilience. Alors, je pense qu'on parlera de résilience après. Donc, du coup, merci beaucoup, Monsieur Vidal, pour votre… Merci beaucoup, Monsieur Vidal, aussi pour votre présentation qu'on va écouter avec beaucoup d'attention. J'avais déjà une première question, mais on abordera ces questions après. Mais est-ce qu'on peut imaginer que la santé puisse devenir une organisation hautement fiable parce que c'est quand même très dangereux, la santé, mais ce n'est pas forcément perçu comme ça. Bon, vous nous le direz. Je vais laisser la main et puis je vais vous laisser aussi vous présenter. Juste une dernière chose avant de laisser la main. Donc, je vais vous demander juste de bien couper tous vos micros. Donc, pour l'instant, c'est plutôt le cas. Et puis, on aura une séance de questions après. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Il y aura des personnes qui vont essayer de vous répondre. On va rester un peu en ligne s'il y a des questions pour ne pas interrompre la présentation. Et puis voilà, on poursuit la discussion tous ensemble après. Merci beaucoup. Merci François. Renaud, à toi. Bonjour à tous. Renaud Vidal. Alors, en deux mots… si je reprends ce que disent mes camarades de promotion, je suis un ingénieur qui a mal tourné puisque je suis parti avec les sciences dures et maintenant je fais des sciences sociales. Mais plus sérieusement, depuis 15 ans maintenant, je m'intéresse et je fais de la recherche dans le domaine du comportement organisationnel et plus précisément, je m'intéresse au processus de construction de sens. Et vous verrez que dans le domaine de la haute fiabilité, c'est central. Et une application donc, de ce qu'on appelle en anglais le sense-making, les processus individuels et collectifs de construction du sens des situations. Une application de ce domaine de recherche, c'est justement la haute fiabilité, parce que les organisations à devoir de fiabilité évoluent dans des environnements complexes et donc il faut qu'elles comprennent ce qui se passe. Voilà, donc je dirige un petit département de recherche d'une société qui s'appelle Atrisk et je suis également affilié à un centre de recherche à l'université de Berkeley aux États-Unis, le CCRM. Donc, en fait, le point de départ, c'est que via Éric Petiot, je ne sais pas s'il est là, mais qui fait partie une partie d'entre vous sûrement le connaissent, puisqu'il fait partie de Facteurs Humains en Santé, m'avait parlé de ce qui se faisait à la PASS et je me suis un petit peu renseigné et j'ai lu un certain nombre de choses, j'ai pris contact avec Claire et j'ai été frappé par un certain nombre de similitudes entre l'approche qui était développée là-bas et
des processus qui classiquement sont identifiés comme étant ceux de la haute fiabilité organisationnelle. Donc, c'était le point de départ un peu de notre rencontre. Et donc voilà, donc Claire m'a demandé de parler un peu de ça. Donc, ce que je vous propose, c'est d'expliquer un peu ce que c'est que l'approche de la haute fiabilité organisationnelle, et puis ensuite d'élargir un peu la perspective en parlant de la singularité du vivant et de l'application de tout ça, de toutes ces idées à la médecine, aux soins de santé. Voilà un peu ce que je vous propose. Alors, la première partie, c'est alors, qu'est-ce que la haute fiabilité organisationnelle? De quoi parle-t-on quand on parle de la haute fiabilité organisationnelle? Alors, vous m'entendrez peut-être parfois prononcer l'acronyme HRO, parce qu'en anglais, alors c'est un champ un corpus théorique qui a émergé aux États-Unis. Donc, voilà, l'acronyme classique, c'est HRO, comme High Reliability Organization. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors en fait, c'est un ensemble, une famille d'organisations qui opèrent dans des environnements particulièrement dangereux, très riches de potentiel d'erreur. Souvent, les acteurs de ces organisations ont une information très parcellaire de ce à quoi ils sont confrontés. Et en plus, ces environnements se déploient avec une dynamique qui est assez rapide. Alors, à l'origine, les organisations qui ont été un peu archétypales, qui ont été beaucoup étudiées, donc dans les années 80-90, ce sont les porte-avions, les sous-marins nucléaires, les contrôleurs aériens, même les centrales nucléaires. Voilà. Ça, c'est à l'origine. Et en quelques mots, ce projet de comprendre pourquoi certaines organisations arrivaient, étaient assez performantes et faisaient peu d'erreurs finalement par rapport au potentiel d'erreur, c'était un projet qui était assez original parce que la vision qui prédominait était une vision très ingénierique où on attendait qu'il y ait un accident qui soit passé et puis on essayait d'analyser ça avec une forte composante technique. Là, l'originalité, c'est qu'on s'intéressait à quelque chose qui marchait. Alors, de sorte qu'on a une des caractérisations de cette performance, enfin de la sécurité, pris au sens très large, hein, du fait qu'ils font très peu d'erreurs, c'est que c'était un processus qui aboutissait à ce qu'on a appelé un non-événement dynamique. Un non-événement parce qu'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas, etc. Dynamique parce qu'en fait, c'est le résultat de tout un tas de processus que je vais expliquer de façon relativement brève, mais que je vais aborder. Voilà, donc, leur performance, c'est un non-événement dynamique. Donc, je fais une incise, on voit bien comment dans les organisations, avec les logiques à l'œuvre, c'est compliqué de justifier notamment des investissements pour quelque chose qui est un non-événement. C'est pour ça que en matière de sécurité, en général, on préfère, enfin, les logiques de fonctionnement préfèrent répondre à des contraintes, à des normes, plutôt que d'investir dans des choses qui sont des non-événements. Alors, les HRO, évidemment, depuis cette époque, ce corpus de bonnes pratiques et ce corpus théorique s'est notablement élargi avec, une des heures de gloire de ce corpus, qui d'ailleurs s'est développé en même temps que en parallèle, en s'alimentant mutuellement avec le domaine de l'aviation, hein, avec le Crew Resource Management notamment. Donc, c'est un corpus qui s'est élargi et qui notamment a été un peu sous la lumière des médias lors des accidents de Challenger et Columbia, de la NASA, où la recommandation de la commission américaine
du Congrès était à demander à la NASA de mettre en œuvre les principes de la haute fiabilité organisationnelle. Bon, mais il y a aujourd'hui un certain nombre d'applications de ces idées au domaine de la santé. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui ont décrit ou proposé des choses. Peut-être ça dit, je vais citer quelques noms, peut-être ça vous dit quelque chose, Van Stralen, Sutcliffe, Peter Martelly. Et si vous regardez sur le site de la Joint Commission, qui est une des entités importantes aux États-Unis sur la sécurité dans le domaine de la santé, vous verrez qu'elle a tout un volet qui est lié au HRO et qui propose un certain nombre de grilles et de cadres pour aider les établissements de santé à aller dans cette direction. J'ai un certain nombre de réserves par rapport à ça, mais c'est simplement pour illustrer le fait que ça a de plus en plus d'applications dans le domaine de la santé. Alors, donc la question, c'est qu'est-ce qui rend ces organisations remarquables? Eh ben, c'est que le point essentiel, c'est qu'elles ont développé des processus de construction de sens très pas sophistiqués, mais très, très aboutis. Ce qu'on trouve souvent dans la littérature sur organisationnelle, c'est de longs développements sur les processus de prise de décision, decision making, avec des gens comme Simon, puis March, puis Starbuck, etc., qui ont insisté beaucoup sur la rationalité limitée des acteurs, etc., et donc qui font beaucoup de choses qui sont intéressantes sur le processus de prise de décision, mais là, quand on étudie les HRO, on déplace notre regard de la prise de décision, du decision making au sense making, c'est-à-dire, et c'est le déplacement de ce regard qui fait toute sa richesse. C'est-à-dire que lorsque on est confronté avec un système complexe, un environnement complexe, donc par définition imprévisible, la première question, c'est pas de prendre une décision de façon intelligente, c'est de comprendre ce à quoi on est confronté. Donc, ce qui rend ces organisations remarquables, c'est leur processus de sense-making qui leur permettent de façon dynamique de comprendre les situations auxquelles elles sont confrontées. C'est pour ça qu'un certain nombre de théoriciens des organisations expliquent que les HRO sont des précurseurs des organisations à venir qui seront de plus en plus amenées à gérer des environnements très complexes. Alors, je vais expliquer un peu, enfin en tout cas décrire un peu brièvement, mais on pourrait y revenir si vous avez des questions, 3 grandes idées parmi les plus importantes de ce corpus théorique, de ces idées autour de la haute fiabilité organisationnelle. Et si on a le temps et je souhaite qu'on puisse voir comment ça s'applique à la fin de mon intervention de ce que j'ai vu à la PAS, vous verrez qu'il y a des parallèles intéressants, importants. Donc, le premier principe fort, c'est ce qu'on peut résumer en disant une réponse forte à un signal faible. La plupart des organisations on apporte des réponses fortes aux signaux forts, c'est-à-dire on perd de l'argent, il y a eu un accident mortel, etc., etc. Et là, on apporte une réponse forte. C'est la manière dominante. Et plus rarement, on est dans une logique où on apporte une réponse forte à un signal faible. Donc, en fait, ces organisations essayent de détecter le plus précocement possible des signaux faibles qui annonceraient que la situation à laquelle ils sont confrontés est en train de changer ou qu'il y a une erreur qui a été commise quelque part, pour la gérer le plus vite possible avant que cette erreur se ramifie dans toute l'organisation et devienne quelque chose de très compliqué à gérer. Donc, c'est pour ça que la haute fiabilité organisationnelle se met en œuvre à travers un certain nombre de principes. Il y en a 5. Et parmi ces 5 principes, il y en a 3 qui sont liés à la détection précoce des signaux faibles,
Les deux derniers étant liés à la façon dont, une fois qu'on a détecté le problème, on puisse inventer une solution adaptée au problème posé. Donc, première idée, c'est réponse forte aux signaux faibles. Deuxième idée, elle est liée à un principe qu'on appelle le principe de la variété requise. Alors, c'est un principe qui est assez ancien puisqu'il a émergé dans une discipline qui s'appelle la cybernétique dans les années 50, notamment par Ashby, puis ensuite repris par Buckley, ensuite Baer, etc. Et qu'est-ce qu'il dit ce principe? Il dit une organisation doit être aussi variée que l'environnement qu'elle tente de contrôler. Une organisation doit être aussi variée que l'environnement qu'elle tente de contrôler. Bon, c'est ce qui semble assez enfin, de bon sens. Quoi, hein. Intuitif. Intuitif. Alors, bon, c'est intuitif, ça semble du bon sens, mais enfin, ça a plein d'implications qui fait que c'est rarement mis en œuvre. Une application triviale pour vous faire toucher du doigt ce que ça veut dire, c'est qu'un cerveau est incapable de gérer une situation complexe. Par conséquent, toute organisation hyper centralisée, où les informations remonteraient au chef, en gros, qui intégrerait ça et qui donnerait, enfin, qui trouverait la bonne solution et qui demanderait à ses équipes de la mettre en œuvre, est une organisation qui est très limitée sur l'ensemble des situations qu'elle peut gérer. Hein, donc, moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, dans la gestion des feux de forêt de grande ampleur. C'est une équipe de commandement des opérations de secours qui est capable de gérer ça. Ce n'est pas le commandant des opérations de secours. Ce n'est pas le préfet. Ce n'est pas pour être un peu plus... je ne sais pas si c'est polémique, mais ce n'est pas un président de la République qui est capable de gérer un événement complexe comme une pandémie. Bon, voilà. Donc, principe de la variété requise. Alors, pour pouvoir être aussi varié, ça veut dire quoi d'être aussi varié? Ben, il faut que l'organisation puisse compter sur un certain nombre de ressources, donc elles-mêmes doivent être variées, alors qu'on a l'habitude, en théorie des organisations, d'appeler ça du Slack. Alors le Slack, bon, c'est le mot anglais, mais ça correspond à un certain nombre de choses. Mais c'est une idée, un concept qui est très intéressant. Donc, une première traduction, ce serait des ressources en excès, du jeu, comme du jeu entre deux composantes, ou de la marge. Donc, il y a plusieurs types de Slack. Le premier qui est le plus évident, c'est si vous prenez une ligne de production, c'est un peu de stock. Ou alors, ça peut être, hein, là je parle de Slack un peu, ou ça peut être de la marge dans les plannings. Hein, voilà. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Slack managérial, c'est-à-dire qu'on laisse de l'autonomie aux acteurs de terrain. Il y a du jeu entre ce que va faire le manager et ce que vont faire les gens sur le terrain. Les gens sur le terrain ont de l'autonomie. Ensuite, il y a un Slack qu'on appelle du Slack comportemental, c'est-à-dire que pour obtenir un résultat, il n'y a pas qu'un seul chemin. Les gens ont un répertoire d'actions qui leur permet d'arriver à faire quelque chose de différentes manières. Et puis enfin, le dernier Slack, c'est ce qu'on appelle le Slack conceptuel. C'est différentes perspectives analytiques sur une situation, différentes idées. Donc, pour être très varié, une organisation a besoin d'avoir des idées et des idées différentes, un répertoire d'actions varié et pas juste celui qui est adapté à gérer la situation, enfin, l'environnement classique auquel est habituée l'organisation, de laisser un degré d'autonomie plus ou moins élevé aux acteurs de terrain et d'avoir potentiellement de la marge dans les plannings et du stock, enfin tout ce qui peut être du Slack matériel. Peut-être que ce point est vraiment essentiel. C'est vrai que c'est cette question du temps qu'on va rogner dans les démarches, sans être critique, de lean management, où on va
rogner sur les temps qui apparaissent non productifs, elle est très importante. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans les passes où le temps qu'on va utiliser, enfin qu'on va garder, on va dire, comme ressource, va être extrêmement important dans les situations imprévues, dans les situations de crise. Voilà. C'est une illustration aussi de la tendance un petit peu inverse qu'on voit dans les organisations actuelles de limiter et de rogner sur ce temps qui apparaît non productif et en particulier le temps des échanges informels. Par exemple, il y a une tension dans les organisations entre une suroptimisation de l'organisation à l'environnement standard auquel elle peut faire face et garder en soi des ressources nécessaires aux adaptations qui seront nécessaires pour répondre à un environnement qui change. Alors, on voit bien que si elle est sous-optimisée à l'environnement présent, c'est pas... Si on va trop loin, ça pose des problèmes, notamment financiers. Donc, elle ne peut pas survivre. Par contre, si elle est suroptimisée, c'est-à-dire concrètement que c'est une logique organisationnelle qui fait que l'organisation tente d'imaginer l'ensemble des situations à laquelle elle peut être confrontée et qu'à chacune de ces situations, elle décrive la procédure idéale, qu'elle forme ses acteurs à la mise en œuvre de cette procédure idéale et que la ligne hiérarchique est là pour faire en sorte que tout le monde l'applique. Eh bien, quand on est dans ce cadre de figure, évidemment, dès qu'on dévie, on est sous-optimal, donc on se fait taper dessus. Sauf que si l'environnement change et que la procédure n'est plus adaptée, c'est ceux qui ont un pool d'idées un peu plus vaste, des répertoires d'actions différents, etc., qui sont les plus amènes de s'adapter et de concevoir, de reconfigurer l'organisation pour qu'elle soit adaptée aux problèmes posés. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième grande idée. La troisième, c'est l'importance des interactions, c'est-à-dire, on a l'habitude de dire dans ce domaine que la fiabilité, pas la haute fiabilité, la fiabilité est design, est conçue, elle est là, elle est dans les procédures, mais la haute fiabilité, elle est sociale, c'est-à-dire relationnelle. C'est-à-dire que l'idée, mais vraiment qui est une idée de ce qu'on appelle en français l'interactionnisme symbolique, mais c'est une idée philosophique forte selon laquelle être avec l'autre nous change. On s'influence mutuellement, d'accord ? Et donc, par conséquent, l'émergence de l'intelligence collective, et donc, par conséquent, puisqu'être ensemble fait qu'on s'influence mutuellement, c'est un point crucial, c'est une idée cruciale pour permettre les conditions de l'émergence de l'intelligence collective. Alors, les HRO, les principes des HRO, en fait, par exemple, je vous donne un pour l'illustrer, c'est un principe qui dit réticence à simplifier. Mais bon, peu importe. En fait, il faut les comprendre comme des principes qui permettent à des interactions entre les individus, à des interactions de qualité de se déployer. Voilà. Donc, c'est l'importance, le dernier point sur lequel, qui est vraiment central pour l'HRO, c'est que la haute fiabilité est relationnelle, elle se joue dans la qualité des interactions. Voilà, pour décrire vraiment à grands traits, et encore une fois, on y reviendra s'il y a des questions concrètes sur la réponse forte aux signaux faibles, le principe de variété requise ou la qualité des interactions. Alors, la grande découverte des chercheurs, maintenant quand on entend ça, on se dit, bah oui, mais enfin, c'était une grande découverte à l'époque, c'était de dire que la haute fiabilité ne venait pas du fait que les acteurs déroulaient de façon très rigoureuse des procédures conçues préalablement, mais par contre, elle venait du fait qu'ils étaient en permanence en train de s'ajuster à un environnement fluctuant. Donc la haute fiabilité venait du fait de la qualité de leurs ajustements continuels à un environnement complexe.
Parce que, évidemment, un environnement complexe, ça veut dire c'est un environnement qui n'est pas complètement prévisible. Et donc, par conséquent, si on reformulait une idée essentielle des HRO, c'est dire que les acteurs doivent habiter les situations. Alors, ils doivent l'habiter, c'est-à-dire faire attention je vais essayer de décrire ce qu'on entend par habiter les situations en décrivant deux types d'interactions qu'on trouve fréquemment. Alors, on appelle ça des interactions génériques ou des interactions intersubjectives. Donc, l'interaction générique, c'est l'interaction entre deux personnes qui vont s'intéresser, porter leur attention, faire des raisonnements, interpréter les choses en fonction de leur rôle organisationnel. C'est, je ne sais pas, l'infirmière et le médecin ou l'anesthésiste, etc. Voilà. Mais il n'est que infirmière et il n'est que anesthésiste. Voilà. Donc, on appelle ça des interactions génériques et à la limite, qu'on prenne l'anesthésiste A ou B, l'interaction ne devrait pas beaucoup changer, en tout cas pas fondamentalement. Et puis, les interactions subjectives, enfin intersubjectives, c'est des interactions entre deux individus qui ne sont pas que leur rôle organisationnel. C'est-à-dire, ils sont aussi, je ne sais pas quoi, une femme qui a une histoire, qui a un statut, ou en tout cas un rôle social, tel homme qui a telle histoire familiale, enfin, que sais-je. Et donc, habiter les situations, ça veut dire laisser s'exprimer dans ce à quoi on fait attention ou dans les interprétations qu'on peut faire des choses, d'autres dimensions que celles qui sont purement liées à notre rôle organisationnel. Donc, les interactions intersubjectives ou les interactions génériques, en fait, renvoient à deux types de rapports au monde. Les interactions génériques, c'est ce que, à la suite des travaux, notamment de Benasayag, sur la singularité du vivant, on va appeler le fonctionnement. Alors que les interactions intersubjectives vont être de l'ordre de l'existence. Et ce que je vous propose, c'est de développer ce point-là entre ces deux modes de rapport au monde qui seraient le fonctionnement ou l'existence. Et ce qui va se jouer dans ces deux modes de rapport au monde, c'est la singularité du vivant. Donc là, ce que je propose, c'est à partir de cet exemple de la haute fiabilité organisationnelle qui dit qu'il faut habiter les situations pour les comprendre complètement, élargir un peu notre point de vue sur le thème de la singularité du vivant et la différence entre un mode d'être au monde qui serait le fonctionnement et l'existence. Voilà, c'est pour ça qu'un des titres des bouquins de Benasayag, c'est « Fonctionner ou exister ». Et ensuite, dans un dernier temps, on verra quel type de conséquences ça peut avoir dans le domaine de la médecine. Alors, moi, ce qui m'a surpris quand je me suis intéressé et que j'ai étudié un peu ce thème-là, c'est que le paradigme dominant, ce n'est pas celui de dire qu'il y a une singularité du vivant. Le paradigme dominant, c'est de dire qu'en fait, un organisme vivant est parfaitement modélisable. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les informations qui nous permettent de le faire, mais que tendanciellement, on sera capable de le faire. C'est-à-dire que l'ensemble des cellules, des processus physico-chimiques qui constituent le vivant et les relations entre ces cellules et ces processus physico-chimiques, on sera capable, à partir de leur modélisation, de recomposer le fonctionnement d'un organisme vivant. Donc, il y a une différence simplement aujourd'hui quantitative entre ce qu'on est capable de faire et un être vivant. Et puis, alors vous voyez, on part des processus physico-chimiques qu'on agence entre eux,
et on arrive à un organisme, enfin, on pense arriver à un organisme vivant, évidemment dans le but d'agir sur ces processus pour améliorer, l'augmenter, et vous avez, disons, la pointe la plus peut-être caricaturale, ça c'est mon point de vue, de cette conception qui est le projet transhumanisme même, avec des choses comme la mort de la mort. Mais dans le domaine... oui, je vais expliciter sur les deux modes de fonctionnement dans un instant, mais c'est juste pour... là, je veux juste insister sur le fait que le paradigme dominant, alors sans être du côté du transhumanisme, mais le paradigme dominant, c'est le projet qu'on dit post-organique, il n'y a pas de différence de nature entre une modélisation qui prend de plus en plus en compte notre connaissance des processus physico-chimiques et un être vivant. Donc, on a une construction bottom-up, et les propriétés complexes de ce truc-là émergent évidemment des interactions entre ces entités simples. Et puis, il y a l'autre conception qui est de dire, donc, qui serait celui d'existence, selon lequel, en fait, toutes les parties, tous les découpages qui sont arbitraires, mais les parties qui constituent un être vivant sont des parties qui sont elles-mêmes complexes et qui répondent à deux contraintes. D'abord, leur logique de fonctionnement complexe, interne, mais également, et c'est ça le point essentiel, c'est que leur fonctionnement dépend ou reflète, intègre le fonctionnement de l'être vivant dans son unité. C'est-à-dire que les parties existent en interaction. En interaction, mais sous condition de l'existence de l'être vivant dans son entièreté, dans son unité. Vous voyez la différence? On part d'un homme Lego en module et des propriétés émergent par l'interaction de ces modules. Hein. C'est quelque chose qui est très bien étudié. Et puis, l'autre conception qui est de dire non, les parties, dans leur fonctionnement, n'existent et ne fonctionnent qu'en relation avec l'unité dans son entier. Maintenant, je vais prendre des exemples et des conséquences. Je vais vous donner des applications beaucoup plus concrètes pour vous faire comprendre ça. Parce que, à mon avis, c'est essentiel, cette distinction entre fonctionner et exister. Alors, dans le domaine lorsqu'on considère, quand je vais dire le fonctionnement, on considère que le vivant est modélisable, pour aller vite, est complètement modélisable. Vous voyez que dans ce schéma-là, on reconstitue un homme Lego, pour aller vite. Une des différences avec l'autre conception, c'est que, en tout cas, ce qui fait une des singularités du vivant, c'est que le vivant est sa propre fin. Alors que dans le fonctionnement, l'intentionnalité, c'est forcément quelque chose qui est donné de l'extérieur. Si on reprend les descriptions classiques de Spinoza, le vivant, c'est quelque chose qui cherche à persévérer dans son être et de déployer sa puissance d'agir. Sa puissance d'agir, ça veut dire le fait d'être capable de faire des choses, d'agir sur le réel, d'affecter les autres. Alors que dans le cas du fonctionnement, c'est forcément quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous allez voir dans les exemples concrets, donc c'est de l'ordre de la conscience, de la volonté, c'est de l'extérieur. Alors que dans l'existence, c'est de l'ordre du corps, c'est quelque chose d'intensif qui vient de l'intérieur. Je vais y revenir. On voit dans quelques descriptions du fonctionnement que j'ai faites, on voit que c'est une sorte de réductionnisme, parce que dès lors qu'on imagine qu'on est capable de modéliser de la façon que j'ai esquissée, on oublie que tout système complexe, et le vivant en particulier, comporte de façon inhérente une dimension de non-savoir. C'est-à-dire que vous savez, enfin, sûrement certains d'entre vous étudient les systèmes complexes, à partir de conditions initiales infiniment rapprochées, au bout d'un certain temps, le système peut avoir des trajectoires très différentes. C'est ce qu'on appelle classiquement l'effet papillon.
c'est ce que Poincaré avait étudié avec le problème des trois corps. C'est ce que dans les HRO, on dit en disant, j'ai toujours les problèmes de traduction. Tu peux préciser les trois corps de Poincaré? Poincaré, il dit, voilà, on a trois masses, on connaît la force, inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare, et des deux masses, on connaît la force qui s'exerce entre ces trois corps, et donc, il se demande quelle est la trajectoire. Alors, ça a été généralisé de ces trois corps. C'est un truc classique, c'est dans la mécanique classique, c'est même pas de la mécanique quantique. Donc, ça a été généralisé depuis le problème de n corps. Voilà, il y a n corps, quelle est leur trajectoire? Alors, c'est un problème qui est très compliqué, alors qu'il y a des solutions, mais simplement, si les positions initiales ou les vitesses initiales de ces trois corps diffèrent très très peu, au bout d'un moment, ça peut donner des trajectoires qui n'ont rien à voir. Donc, c'est ça qui est aussi inhérent à la... Donc, un système complexe a une dimension du non prévisible, de l'obscur, pour revenir au système vivant, de l'obscur, voilà, quelque chose qui, de façon intrinsèque, n'est pas atteignable. Alors, c'est ce que dans les HRO, on dit souvent, la connaissance et l'ignorance se développent en même temps. J'essaie d'avoir une traduction approximative de l'anglais, mais voilà. C'est-à-dire, plus on sait et moins on sait, enfin, voilà, ce genre de choses. Mais tout simplement, ça reflète le fait que dans un système complexe, il y a forcément une part de non-savoir qui n'est pas de l'ignorance. C'est ignorant et c'est inhérent à la façon dont ça marche. Et donc, exister, c'est comprendre et agir en reconnaissant le fait que la vie ne se réduit pas au fonctionnement. Parce qu'il y a toujours une part d'obscur. Je vais quand même être de plus en plus concret, rester avec moi. Une des grandes différences entre le fonctionnement et l'existence, c'est que ce qu'on appelle la négativité de manière générale, alors, ou les failles, c'est-à-dire l'expérience de nos limites. La maladie, le fait qu'on n'arrive pas à faire certaines choses, la mort, évidemment. Bon. L'expérience de nos limites est à la source de notre agir. C'est ça qui fait agir nos corps. C'est ça qui donne du sens et qui fait agir nos corps. Alors que dans le fonctionnement, vous prenez l'homme modulaire, un module qui ne marche pas bien, c'est une négativité, un dysfonctionnement à réparer, quoi, à éliminer. Vous voyez, deux types de conceptions. Dans un cas, la négativité, c'est la source de l'agir et du sens, alors que dans l'autre cas, c'est un dysfonctionnement, un problème à régler. Je vais vous donner un exemple très concret. Je mène un projet en ce moment qui essaye de comprendre pourquoi entre un tiers et la moitié des femmes qui accouchent en ont une expérience négative. C'est quand même un chiffre qui est surprenant en lui-même, entre un tiers et la moitié. Et alors, en fait, il y a un certain nombre de raisons qui se dégagent, mais là, pour illustrer ce que je viens de dire, l'expérience de l'accouchement est vécue par beaucoup de femmes comme une épreuve de validation à leurs yeux et socialement du fait qu'elles sont capables d'être mères. C'est-à-dire le fait d'avoir réussi à gérer la douleur, etc., les a rendues capables d'être mères. Voilà. Elles se sentent capables ensuite d'élever un enfant. Bon. Vous voyez que si on considère que la souffrance, y compris physique, est totalement à complètement enlevée, on passe à côté. Donc, si on a une vision qui est de l'ordre du fonctionnement où toute négativité est à proscrire, eh bien, vous allez agir avec ces femmes d'une certaine façon qui va à l'encontre du fait que, eh bien, leur capacité à gérer la douleur, alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut qu'on ne mette pas de péridurale ou de choses, on n'est pas dans la caricature là, mais
la négativité, c'est le tremplin de l'agir. C'est-à-dire, ça les a empuissantés. Ça leur a permis de se sentir capables voilà, là, d'être mère. Voilà, c'est un exemple, la négativité comme tremplin de l'agir. Et donc… Oui, c'est aussi la limitation à la dimension technique. Hein. Bah oui, voilà. qui exclut la dimension humaine. Bah oui, effectivement. C'est dans l'approche du fonctionnement, on a une approche technique de l'homme modulaire avec des modules, avec des hyper spécialistes des modules, le foie, du machin, du truc. Et là, pour les femmes qui accouchent, les hyper spécialistes de la fonction du module mettre au monde. Évidemment, on est tous sauf dans l'approche globale. Mais vous voyez que ça, en termes de paradigme, ça renvoie à la façon dont on considère un organisme vivant. Hein. Soit un truc modulaire, soit un truc qui existe dans son ensemble. Alors, autre conséquence, c'est que quelqu'un qui désire bien fonctionner, c'est quelqu'un qui ne va plus désirer, puisque le désir est lié à la négativité, à l'expérience de nos limitations. Désirer bien fonctionner, c'est désirer ne plus désirer. On peut peut-être donner un exemple avec certaines organisations de ce qu'on observe. Alors, moi, c'est plus ce que j'ai en tête, c'est plus des exemples individuels, c'est-à-dire des gens qui… Il y a ce niveau individuel et le niveau organisationnel. Vrai. Alors, organisationnel, je ne sais pas comment on pourrait… je pense que tout le monde évoquait hier. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple de la photographie? Kodak travaillait toujours sur les images papier jusqu'au bout avec des rouleaux de photos. Et quand est arrivé les smartphones et les photographies par smartphone, il est mort, complètement mort. Donc, il a désiré bien fonctionner avec son papier, puis en fait, compte, il est arrivé autre chose. Et puis, c'est pas nous, dans les organisations, on voit des personnes qu'on va solliciter et on a envie qu'elles débordent un petit peu, qu'elles sortent du cadre, puisqu'on est dans des situations qui sortent des cadres. Et si on reste dans le fonctionnement strict, on voit bien que ça ne marche pas, puis c'est aussi dévitalisant. On donnait le petit exemple qu'on a eu à La Passe avant-hier, où une situation un peu complexe, une situation de gastro a été traitée, et puis finalement tout était organisé pour qu'un staff s'organise le lendemain. La collègue a été déposé tout le dossier qui était à l'attention du spécialiste qui devait le présenter au staff en question, et la personne de l'accueil à qui on avait confié cette mission de lui remettre le lendemain, elle a dit « Oh bah ça, c'est pas mon job ». Demain, je suis ailleurs, donc voilà. Donc, et ça, voilà, c'est la différence aussi entre se fonctionner, se limiter à sa fonction et finalement, ou alors habiter la situation et trouver comment on s'adapte. Je voudrais développer ce point, justement. Voilà. Merci de la transition. Alors, un des points le paradigme du fonctionnement, en fait, il est sous-tendu par une espèce de conception très cartésienne d'un homme qui serait le même dans chaque situation. Bon, vous vous rappelez Descartes et il est souhaitable, désirable d'être maître et possesseur de la nature. Dans la nature, il y a son corps. Hein. Donc, vous avez l'homme pensant et puis, donc, en toute situation, il est le même, il intègre les éléments de la situation et puis il intègre ça et puis il agit. Bon. Alors, ça ne marche jamais comme ça. En fait, ce qui se passe, et là, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des exemples concrets après qui ont été illustrés en neurophysiologie, avec l'imagerie cérébrale, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est que la situation produit un agir du corps. Et qu'ensuite, la conscience réflexive essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi on agit comme ça. Pour vous faire sentir ça, je vais vous donner l'exemple suivant. C'est que la situation, force très large, change nos structures perceptives. Si vous prenez le même texte que vous lisez sur un smartphone ou un écran d'ordinateur, vous allez avoir activé, ça on le voit bien avec l'imagerie cérébrale, vous allez activer la mémoire de travail, donc à court terme, qui est en feedback rapide, alors que quand le même texte, vous le lisez sur un support papier, eh bien c'est la mémoire profonde, complexe, qui est activée. Hein. Alors la mémoire profonde, complexe, alors, je ne suis pas spécialiste, mais ça
La structuration de la mémoire se fait par la création de protéines, etc. Enfin, il y a quelque chose de physique qui se passe. Bon, vous voyez, la situation smartphone ou alors papier change nos structures perceptives. C'est pour vous faire sentir simplement que la situation, en fait, nous fait agir nos corps, et que la fiction d'une personne qui serait complètement dissociée de la nature, enfin du reste, hein, donc des situations, est complètement illusoire. Alors, ce qui se passe dans la réalité, c'est que nos identités, nos essences, qui nous composent, qui nous définissent, émergent en situation. Et pour illustrer ça, j'aime bien citer la chute de Camus, où pour ceux qui l'ont lu, vous avez comment il s'appelle, Jean-Baptiste, ou je ne sais pas quoi, bon, bref, un avocat hyper brillant, voilà, qui se définit, c'est son identité. Il est un avocat qui a du succès, hyper brillant, etc., qui se rend à un dîner mondain à Paris, il traverse un pont, il croise une femme, et puis je crois qu'il y a du brouillard ou je ne sais pas quoi, et puis quelques mètres plus loin, il entend plouf. Bon, il entend plouf, donc la femme, sûrement dépressive, s'est jetée dans la Seine. Il ne fait rien, il continue son chemin. Et en fait, toute l'histoire du bouquin, c'est comment le fait qu'il a refusé d'habiter la situation, c'est-à-dire que son identité, c'était l'avocat brillant, point barre, hein, fait que ce qui a émergé finalement, c'est que c'était un lâche. Hein. Et tout le bouquin, c'est comment ça le détruit. Et si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est lorsqu'on habite les situations que l'identité de ce qu'on va faire va nous renseigner sur ce qu'on est. C'est ce que les existentialistes disent quand ils disent l'existence précède l'essence. L'essence, c'est notre identité, ce qui nous définit. Alors, on voit, il y a deux types d'écueils, enfin, il y a deux types de conséquences. Vous avez les gens comme cet avocat brillant qui ne voulait être qu'un avocat brillant, ou le fonctionnaire, pour reprendre ton exemple, qui refuse les papiers d'accepter, je ne sais pas quoi, la carte de séjour ou quoi, une personne, et qui sait très bien que ça va le mettre dans une situation terrible parce qu'il n'a pas le formulaire machin truc, et qui dit je suis désolé, moi je ne peux pas faire autrement, je fais qu'appliquer ça, ou le fonctionnaire qui envoie les juifs à Auschwitz et qui fait ben voilà, c'est les ordres. Donc ce sont des gens qui refusent d'habiter les situations. C'est ce que Hannah Arendt appelle la banalité du mal, Sartre, les salauds, etc. Bon, voilà. Donc vous avez ces gens qui refusent d'habiter les situations et qui ne sont qu'une identité, le petit fonctionnaire, etc. Et puis vous avez aussi un autre cas de figure qui est aussi pathologique, qui est les gens qui croient qu'ils peuvent être n'importe quoi. Bon, d'accord, j'arrive à la fin alors. Et j'arrive à la fin. Les gens qui peuvent être n'importe quoi. Bon, et en fait, il faut assumer nos déterminations et on peut pas imaginer qu'on peut être n'importe quoi. Bon, je finis sur là-dessus. Alors, pourquoi c'est important? Parce que vous voyez, j'ai déjà esquissé un exemple pour les femmes qui accouchent. Je vais vous prendre un autre exemple. Toujours les femmes qui accouchent. En fait, visiblement, les psychiatres ont noté que les femmes qui sont enceintes et qui se rapprochent de la période de l'accouchement commencent à penser, à avoir des appréhensions, et qu'en fait, il y a une douleur psychique, qui est la douleur de séparation. Elles faisaient une unité avec leur enfant, et c'est la douleur psychique de cette séparation, selon certains, renvoie même à la naissance, à la séparation de leur propre mère, mais peu importe, et donc de la relation à leur mère. Mais peu importe, il y a une douleur psychique qui s'exprime notamment dans les douleurs de l'accouchement. Mais quand on met une péridurale et qu'on essaie à tout prix de ne pas avoir ces douleurs, vous voyez bien que l'entourage, comme l'équipe médicale, dit c'est bien, elle n'a pas souffert. Et sauf qu'elle n'a eu aucun moment où elle a pu exprimer sa douleur psychique. C'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'une médecine qui pathologiserait une souffrance existentielle se trompe. Voilà. Ça serait une médecine du fonctionnement versus une médecine de l'existence. Hein, une médecine du fonctionnement, c'est une médecine qui fonctionne uniquement, même si ça peut aider, évidemment que ça aide,
uniquement par corrélation. Par big data, on fait des corrélations et puis voilà. Quand on fait ça, on perd le sens, puisqu'on passe de la corrélation à la causalité. On passe de la causalité à la corrélation. On perd le sens. On perd la capacité de s'adapter à des particularités. Et je terminerai. Dans une médecine ou dans un rapport au monde qui serait celui du fonctionnement, ce qu'on appelle le facteur humain, c'est le bruit dans le système. C'est le fait qu'on ne peut pas utiliser les algorithmes de décision, que ça ne marche pas dans 100% des cas. Donc, on va convoquer les chercheurs en facteur humain pour dire comment je gère le bruit dans le système. Alors que dans l'existence, ce n'est pas du tout le bruit dans le système, c'est le vivant. C'est le fait que le vivant est toujours en devenir. Ça renvoie au sens, au désir. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut passer maintenant aux questions pour mettre en perspective ce qu'on a vu dans les passes et dans la méthode simple. Peut-être pour illustrer, parce que je reconnais que ça peut être un peu abstrait, mais... Oui et non, on va voir. Mais bon, je vais juste finir en disant, le raisonnement, c'est de dire, la haute fiabilité organisationnelle dit, les organisations qui ont affaire à la complexité savent le gérer grâce au sense-making parce qu'elles habitent les situations. Habiter les situations, c'est un rapport au monde qui est un rapport au monde de l'existence et qui se contraste avec un rapport au monde qui serait celui simplement du fonctionnement. J'ai voulu esquisser quelques grandes différences entre ces deux, mais bon, le temps étant contraint... Mais c'est très clair. Magnifique. Vraiment, merci beaucoup Renaud. Donc on va lancer la discussion sans plus tarder. Donc la règle, ça sera les mains levées. Donc le professeur Laurent Degos aura l'honneur de première réaction. Merci Laurent. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant, surtout pour ce que nous faisons, non seulement au PASS, mais je pense même ailleurs, dans toute la santé. Donc merci beaucoup pour cette vision. Est-ce que les HRO ne sont pas, ou en tout cas n'ont pas pour origine et n'existent pas que pour la sécurité? Moi, je vois pour la Joint Commission, c'est strictement pour éviter les erreurs et faire en sorte que ce soit beaucoup plus fiable du point de vue de la sécurité du patient. Or, nous, au niveau du PASS, on est plus dans la recherche d'efficacité et non pas de sécurité. C'est-à-dire que c'est une autre vision, en fin de compte. Ce ne serait pas une HRO, ce serait une haute efficacité, en fin de compte, organisationnelle plutôt que reliability. Donc la question était comment transposer toute cette philosophie de cette résilience, de cette vision existentielle et moins, garder le fonctionnel comme base, mais aller plus loin dans le côté existentiel, pour l'efficacité, chose pour laquelle tout ce que j'avais vu auparavant était beaucoup plus sur en fin de compte, la sécurité, le patient safety. Oui, alors c'est comme ça que les HRO ont démarré, c'est en s'intéressant uniquement à la sécurité. Mais très rapidement, vous voyez ce qui sous-tend les HRO, c'est tout ce qui tourne autour du sense-making. Et vous voyez bien que dans le sense-making, c'est comment comprendre un environnement complexe. Alors, appliquer, évidemment, et ce que fait la Joint Commission ou ce que font d'autres, c'est appliquer à la sécurité. Mais vous voyez bien que dans les bases théoriques qui sous-tendent ce courant, il n'y a rien qui les prédispose à ne s'appliquer qu'à ça. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'autres... Je suis d'accord, parce que le travail en équipe, etc., tout ce qui ressort, mais c'est ça devrait s'appeler la HEO pour nous, c'est Haute Efficacy Organization. Exemple. On va inventer cet acronyme. Alors, il y a à peu près 100 papiers qui existent déjà sur l'acronyme juste de HRO. Donc, il y en a qui veulent l'appeler High Reliability Seeking Organization parce qu'on n'y est jamais à la haute fiabilité. Il y en a qui, etc. Bon, ouais. Mais la question, est-ce que tout est transposable dans le côté efficacité ou bien est-ce qu'il n'y a qu'une partie est-ce que tout est... Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est surtout pour le safety et pas pour l'efficacité. Pas fort. Oui, mais pas. Non, je pourrais vous donner des références.
c'est vraiment le sense-making. C'est-à-dire, on est confronté à une situation, d'accord? On en connaît des petits bouts. Donc dans le jargon, on dit on énacte la situation, c'est-à-dire, bon, bref, on l'aperçoit et en même temps, on l'influence. Et on essaye, à partir des bouts de choses qu'on a énactés, de trouver les interprétations les plus plausibles de cette situation. Ça n'a pas que des... Ça a été utilisé dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple, pour convaincre nos dirigeants de la santé, c'est beaucoup plus facile de leur parler de patient safety que de leur parler d'efficacité. Un ministre, il a très peur que tout d'un coup une erreur l'entraîne dans une juridiction ou donc à la justice, mais que ça soit efficace ou pas efficace, il s'en contrefou. C'est-à-dire que l'efficacité n'est pas le propos de nos dirigeants au plus haut niveau, comme les ministres, mais dans tous les intermédiaires, jusqu'au directeur d'hôpital, jusqu'au peut-être au chef de service. C'est-à-dire que c'est pas ça qui. Si par contre il y a une erreur qui se passe dans son service, il est furieux, mais si par contre c'est plus efficace ou moins efficace, c'est pas du tout son problème. Donc je pense que cette philosophie de haute efficacité organisation n'est pas du tout implantée, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas pour l'instant. Donc il faut essayer de la pousser. Le sense-making, je suis d'accord que ça relie tout le monde. Mais ils le verront toujours dans le. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on puisse, nous aussi, promouvoir une haute efficacité organisation telle que nous la vivons dans les passes. Juste un petit complément. Alors, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais là, ça me dépasse parce que bon, un grand domaine d'application, c'est la gestion de crise. Et vous voyez que dans cette perspective, la crise, elle peut se définir comme un effondrement du sens. C'est-à-dire, tendanciellement, dans une situation de crise, on n'arrive plus à comprendre le monde auquel on en fait face. C'est-à-dire, on fait A, on s'attend à ce qu'il en résulte B, ben, il n'en résulte pas B. Ou alors, on est surpris par ce qui se passe. Donc, la crise, dans cette perspective du sense-making, c'est l'effondrement du sens. Et il y a un domaine d'application important du sense-making et des processus de fiabilité organisationnelle, bon, mais qui s'applique à comment est-ce qu'un groupe, alors ça peut être, voilà, on a travaillé avec Total pour la gestion de crise, mais ça peut être, enfin bref, vous imaginez évidemment toutes les institutions qui peuvent être intéressées par, confrontées à ça. Orange hier. Comment ? Orange hier. Orange hier, par exemple. On ne travaille pas avec eux, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui font ça. Alors, d'autres non, vont peut-être poser une question. Il y a Bertrand Galichon qui voulait donc intervenir. Oui, c'est plutôt une réflexion. Je n'ai pas trop de questions. Tu peux te présenter, peut-être, Bertrand, oui, pour tous les... Oui, Bertrand Galichon, je suis médecin et j'ai longtemps travaillé aux urgences de la Riboisière. Et je vous remercie de votre intervention parce qu'elle m'a permis de mettre des mots et des concepts sur une critique que je formule depuis de nombreux temps sur quelque chose qu'on essaie de nous imposer aux urgences, qui est le lean management, qui est une espèce de gestion du patient comme des valises dans un aéroport et transformant les soignants et les médecins comme des transporteurs de valises. C'est un raccourci assez rapide, mais je trouve que votre distinction entre fonctionnement et existence est absolument fondamentale. Et je trouve que la crise que les urgences vivent à l'heure actuelle est justement sur la négation de l'existence du soignant, de l'existence du patient, de l'existence de sa famille. Et cette histoire de Covid que nous traversons, avec l'exclusion des services de toutes les personnes qui ne participent pas directement aux soins, a finalement fait qu'on s'est limité au fonctionnement et on a mis dehors l'existant, et on est arrivé à cette histoire dramatique de la mort nue que le docteur Rio, dans La peste de Camus, dénonce à une autre époque. Donc, on n'a pas beaucoup évolué. Et donc, je vous remercie beaucoup parce que, voilà. Et je voulais aussi vous renvoyer à un article d'étude de ce mois-ci
où il y a un auteur qui est un historien, qui est un grand spécialiste du nazisme et qui fait un rapprochement entre le management actuel et les théories nazistes. Je l'ai lu, je le connais. Voilà, et c'est extrêmement intéressant. Bon, c'est critiquable, évidemment, c'est normal. Voilà. Et puis, toute dernière réflexion, je trouve qu'à l'heure actuelle, on veut trop s'appuyer sur un savoir managérial, un savoir scientifique qui est limité à son propre domaine, et on fait fi de la connaissance qui est quelque chose qui renvoie au jeu entre les acteurs, à une notion d'inconnu, une part d'inconnu dans l'appréciation d'une situation. Voilà, je trouve que votre intervention est extrêmement éclairante et je pense que nos amis argentistes gagneraient à vous écouter. Voilà, merci. Merci. Claude Vallot? Oui, je suis en train de me dépatouiller avec ma vidéo. Ah, c'est très bien. Voilà, ça vient. Je pense que vous devriez me voir, mais voilà, ça y est, vous me voyez. Je vois très bien. Bonjour Claire, bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir écouté tout ça et j'ai une ou deux questions à propos justement de cette idée tout à fait intéressante du fonctionnement en fonctionnement. Je trouve que d'un autre point de vue, c'est très confortable, très tentant d'être dans le fonctionnement. Parce qu'après tout, dans le fonctionnement, on applique les procédures, qu'on soit en fait le dirigeant ou qu'on soit celui qui est l'acteur ou l'actrice de première ligne dans une organisation. Et donc, ça crée une inertie considérable à être dans le fonctionnement et à ne pas vouloir basculer dans le risque de l'existence, qui après tout peut aussi bien mettre à découvert, peut obliger un certain nombre de révélations pour lesquelles on n'est pas forcément venu pour ça. On est venu pour travailler. On n'est pas venu pour exister dans certaine manière dont on travaille. Enfin, on n'est pas venu. Pas mal de gens ne sont pas venus pour. Donc, ça veut dire qu'en fait, les organisations ont bien du mal à être assez spontanément sur ce format HRO, de ce simple fait que le confort va plutôt vers le fonctionnement, la conformité, le conformisme et d'autres. Alors, la bascule vertueuse. Le levier vertueux, les porte-avions américains ne sont pas devenus des porte-avions américains soudainement. Ils ont été d'autres trucs avant d'être des porte-avions américains ou des centrales nucléaires. En fait, tout ce qui a été largement parcouru par la Porte et les autres au tout début des HRO. Comment on favorise ce glissement? Et j'entends bien qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de facteurs contribuent à ancrer l'intérêt du fonctionnement. Comment on bascule? Comment on migre? Est-ce que ce sont quelques leaders charismatiques qui vont entraîner dans autre chose et provoquer l'existence, inciter à l'existence? Ou autre chose? Quel est votre regard là-dessus? Moi, alors, je n'ai pas de pensée très... Moi non plus, hein. Moi non plus. Je peux relater ce que j'ai vu, mais je n'ai pas de généralisation à proposer. Mais ce que j'ai vu, parce que quand j'ai beaucoup travaillé quand j'étais à Berkeley avec les pompiers, les équipes, ils s'appellent eux-mêmes équipes d'élite de commandement des opérations de secours, etc. Bon. Et donc, j'ai été amené à, entre guillemets, auditer, en tout cas observer beaucoup d'organisations, enfin, voilà, dans ce cadre-là, des opérations de secours, et avec une perspective HRO, c'est ce qui m'était demandé. Et quand ça marchait, il y avait à peu près toujours le même procédé. C'est-à-dire que, il y avait un bout de l'organisation, quelque part, je ne sais pas comment, mais qui avait commencé à adopter, alors pas les 5 principes HRO, pas tout dans sa globalité, mais des bouts de trucs qui se rapprochaient de ça. Et l'effet qui était observé, systématiquement, c'est une espèce de contamination positive à la fois à d'autres processus qu'ils mettaient en œuvre et à la fois aux gens qui travaillaient avec eux. Voilà, c'est ça que j'ai observé, c'est-à-dire, pour une raison que je ne connais pas, alors peut-être qu'un type visionnaire ou peut-être, je ne sais pas, un truc qui se développait quelque part et qui contaminait doucement. Alors, le reste. Alors, qu'est-ce qui se passait il y avait 2 solutions. Soit le management, à un moment, disait ouais, c'est gentil, mais c'est terminé. Et bon, l'expérience était terminée.
Ou alors, parce que ce qui se passe, c'est que je vais prendre un exemple pour illustrer ça très, très concret. Vous avez à la fin imaginez donc ces parcs nationaux américains avec des pompiers donc, de ces parcs nationaux. À la fin de chaque saison de feu, hop, ils font des retours d'expérience, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Bon, quand c'était le directeur ou son adjoint qui gérait ça, il ne se passait jamais rien. À un moment donné, il y a un type qui a dit on va laisser les gens qui sont sur le terrain, donc tout en bas de l'organisation, s'organiser eux-mêmes et organiser leur retour. À partir du moment où ils ont fait ça, des choses extrêmement intéressantes et inattendues ont émergé. Et évidemment, il y a une attente vis-à-vis du terrain, en fait, parce que du coup, ils disent il faut faire ceci, cela. Donc, il y a deux cas de figure. Soit le management va dans leur sens et les aide à se développer, soit ils coupent tout. Donc, j'ai trouvé les deux. J'ai trouvé des trucs donc, qui contaminaient, du management qui arrêtait tout, et voilà. Et puis parfois, le management qui les aidait à se développer. Mais je n'ai pas d'autres idées un peu plus générales sur le sujet. Je suis désolé. Alors, pardon, Claude. Oui, juste un petit mot encore. Ça serait quand même pas mal parce que de pouvoir trouver quelques fils malgré tout plus structurants. Parce qu'il me semble qu'on a contre nous, lorsqu'on souhaite bénéficier de cette boucle vertueuse, tout un cadrage culturel, pas seulement en France, mais qui est un cadrage en fait très vertical dans l'organisation, le fonctionnement, et qui est tout à fait dans le sens de la conformité du fonctionnement. Et en gros, ça revient à le prendre en défaut, à le contrer et à inciter en fait beaucoup de gens à prendre une sorte de lecture, voire de pouvoir transversal, qui est celui qui effectivement permet, entre autres, de favoriser d'être les conditions de germe de cette sorte de pandémie vertueuse, ce que vous évoquez. Ouais. Allons-y. En gros, c'est passe, quoi. Claire doit être contente, elle contamine. Contaminons. Merci en tout cas. Merci Claude. Denis, un commentaire? Oui, bonjour. Je prolonge en fait. Tu peux te présenter quand même? Oui, je suis un vieux soignant qui a fait 3 choses dans sa vie, du soin palliatif, du sida et qui a travaillé dans les PASS. Et là, je continue à m'occuper un peu le petit neurone. Je pense, oui, que ce qu'on dit là fait appel, c'était implicite dans tout ce qui a été dit avant moi, au poétique et au sensible. Et qu'effectivement, il faut concilier ça avec la prose, qui est effectivement très brillante. La prose, c'est tout ce qui est le technique et les choses comme ça. Mais du coup, j'en déduis par rapport à l'interrogation de Claude à l'instant qu'effectivement, pour le moment, je ne crois que aux équipes, aux petites équipes, animées par un leader charismatique. Par exemple, Claire dit volontiers comme ça, par modestie, les passes font ceci, cela, mais on voit bien que ça n'est pas toutes les passes, ça n'est que quelques passes, et on voit bien le dynamisme de la passe de Saint-Louis, mais voilà, qui a justement une leader charismatique. Et c'est pas du tout une vision pessimiste, mais je crois qu'effectivement le formatage est de telle ampleur qu'il faut accepter ça, d'abord ce côté minoritaire, et insister beaucoup sur cette dimension poétique et sensible, parce que si on se laisse aller à faire des machins un peu compliqués, on s'y perd. On repart finalement dans ce qui fait perdre le sens, pour reprendre les mots de Bertrand Galichon. Voilà. Merci. Excusez-moi d'ailleurs parce que je vous quitterai avant la fin. C'est pas que je m'embête, c'est un autre truc. Voilà. Ah, Denis, tu veux réagir? On a l'équipe de Saint-Antoine, Ida et Laetitia. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Laetitia et moi sommes donc les PH du service de la passe Baudelaire à Saint-Antoine. Et on fait un peu de publicité, puisqu'en septembre, on va vous présenter un petit moment où on va vous reporter un petit peu concrètement ce que nous avons vécu. Et ça image un petit peu ce que M. Vidal disait, c'est-à-dire qu'on a une procédure
Il y a Olivier Chat, que tout le monde connaît. Ah, bonjour Olivier. Rejoindre, voilà, après avoir été très, très sollicité en bas. Et en fait, en effet, on va vous donner un petit peu le côté concret, le côté sur le terrain, entre l'humanisation des procédures et ce que le ressenti de l'équipe, puisque cette procédure, eh bien, elle était changeante, puisque tout le monde le sait que le Covid a beaucoup été une sorte d'inconnu, une inconnue à maîtriser, à devoir maîtriser, et surtout une adaptabilité de l'individu face à des procédures qui peuvent mettre du temps à descendre ou à remonter. Voilà. C'est vraiment du concret qu'on va vous porter en septembre. On a hâte. Ça pourra peut-être parler à beaucoup de personnes, mais surtout notre expérience de vécu d'hommes sur le terrain. Ce sera plus concret. Ça sera complémentaire. Voilà. François? Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Un peu d'organisation, de philosophie, d'existentialisme. Bon, à titre personnel, la sécurité a été pour moi une des principales choses qui m'a redonné du sens en tant que soignant, mais c'est personnel. Moi, j'aurais bien aimé que vous puissiez revenir sur 2 points de votre intervention. Le premier, c'est une phrase qui m'a marqué, que j'ai trouvé intéressante, c'est une réponse forte à un signal faible. C'est quelque chose que je trouve intéressant, et je voudrais savoir comment on pourrait, si vous pouviez développer un peu plus ce point. Et ma deuxième question, c'est plus une question ouverte. Alors, je ne sais pas s'il y a des directeurs d'hôpital qui nous ont rejoints sur cette conférence, ou des managers, des gens dans les fonctions de support, l'organisation. Mais bon, voilà, la question, c'est est-ce que ces gens-là pourront un jour voir ce genre de contenu? Et s'il y en a dans l'assistance, je serais ravi de les entendre. Et l'autre thématique, c'est la question de la variété requise, parce qu'on a l'impression quand même en médecine d'être, je dirais, pour être provoquant, un peu consanguin. On n'a pas beaucoup d'autres on n'a pas beaucoup de variété, je trouve, en médecine. Donc la question, c'est aussi comment ces entreprises, comment ces organisations à haute fiabilité se sont diversifiées. Voilà. Comment peut le faire la santé? Okay. Alors, sur le premier, donc, réponse forte à un signal faible. Donc, je vous rappelle, l'idée qui est très simple, c'est de dire il faut gérer les problèmes tant qu'ils sont faibles. Enfin, voilà. Donc, il faut une détection précoce des problèmes, des erreurs, etc., avant que deviennent ingérables. Alors, comment on fait? Enfin, ces organisations font? Alors, premier point, tout se passe dans l'interaction, hein, c'est-à-dire détecter un signal faible, c'est une formalisation, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait? Alors, il y a 3 principes qui sont liés à la détection précoce des signaux faibles. Le premier principe, c'est j'essaie de trouver une traduction française. La préoccupation with failure en anglais, donc c'est-à-dire traquer les moindres anomalies. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu alors, si je reprends les HRO classiques, un presque accident ou un petit événement, une surprise, quelque chose qui s'est passé et que l'organisation n'attendait pas, c'est une opportunité de se demander si ce n'est pas le symptôme de quelque chose de plus grave. Donc, le premier principe, c'est les petits machins, les surprises de manière générale, on se demande systématiquement si ce n'est pas le symptôme de quelque chose de plus grave. Deuxième principe, c'est la réticence à simplifier. Donc, on appelle ça la réticence à simplifier, mais c'est la variété requise. C'est adossé au principe de variété requise. C'est-à-dire que si on a beaucoup de variété dans notre organisation, on va être capable de faire attention à plus de dimensions, et donc par conséquent, dès qu'une de ces plus de variables, disons, dès qu'une de ces variables est en train d'évoluer, eh ben, on aura plus de chances de la détecter. Voilà. Hein, donc là, je simplifie, mais enfin, c'est quand même les grands, à grands traits, c'est ça. Donc réticence à simplifier grâce à la variété requise.
Et puis, le dernier principe pour la détection précoce des signaux faibles, c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux opérations qui est contrastée à la sensibilité au plan. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est très simple, c'est de dire les organisations ont tendance et les individus, membres de ces organisations, on a une tendance naturelle à faire attention à interpréter la réalité comme une mise en œuvre de nos attentes. Donc, des plans, on interprète ce qui se passe en première intention comme la réalisation de nos attentes. Et donc, par conséquent, ce principe, c'est de dire non, on fait attention concrètement à ce qui est en train de se passer et pas à ce qu'on a dans la tête. Voilà. Bon, alors c'est très général, hein, bien sûr que ça a des déclinaisons, mais c'est pour brosser un peu le… Voilà. C'est très présent, ça. C'est vrai qu'on a souvent, enfin voilà, ces préjugés, ces présupposés qu'on va plaquer sur les situations. Et c'est vrai que dans la méthode simple, c'est le M de motivation. C'est interroger quelle est la demande du patient, quelle est aussi la demande et la motivation du professionnel. Et donc rentrer dans cette interaction fine, mais surtout d'aller chercher auprès des personnes concernées l'information utile. Sans projeter ses voilà, propres attentes. Alors qu'en effet, souvent, on voit bien que quand on demande au médecin qu'est-ce que souhaite le patient, la réponse, c'est souvent, eh bien, je pense que. Et avec voilà, tous ces présupposés qui peuvent aller jusqu'au paternalisme excessif. Alors, oui, si on veut présenter la vie d'une organisation dans son ensemble, il faut être plus général, c'est-à-dire il faut dire les organisations, elles se sont structurées à partir des choses qu'elles savaient bien faire, et donc elles ont défini les variables qui étaient importantes à voir, hein, et elles se sont focalisées sur les variables, elles ont mis en œuvre des procédures qui permettaient de bien fonctionner. Donc, le problème, c'est que ce qui a fait leur succès passé, disons, dans un environnement complexe, donc qui n'est pas stable, peut les entraîner à avoir des biais de confirmation et donc à projeter sur la réalité, sur l'environnement, leurs attentes, c'est-à-dire leurs catégories qui ont été correctement… Leur découpage de la réalité, c'est ça qu'on appelle une catégorie, qui a été pertinent dans le passé. Donc, en fait, on est en permanence dans une tension entre ce qu'on peut appeler le contrôle, c'est-à-dire on projette sur l'environnement, sur la réalité, nos catégories et notre façon de faire. Donc, il y a une tension entre le contrôle et l'écoute, où là, c'est le mouvement inverse. On essaye on a ce mouvement d'écoute de l'extérieur où on le laisse aller à soi et on laisse nos corps finalement réagir à toutes les dimensions qui sont perçues. Donc, cette réponse forte, pour synthétiser, la réponse forte aux signaux faibles s'incarne dans 3 principes qui sont traquer les moindres anomalies, la réticence à simplifier et la sensibilité opérationnelle, qui se jouent dans les interactions entre les acteurs. Tout ça se joue fort. C'est des principes qui doivent guider la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Voilà. Et tout ça cherche à contrer l'inertie organisationnelle, qui est une inertie normale, qui est due au fait qu'une organisation s'est structurée à partir de ses succès passés, mais qui en même temps sa faiblesse. Donc, cette inertie organisationnelle doit être contrecarrée par des principes où en fait, ce que les gens ont en tête, c'est systématiquement je fais attention et j'interprète la réalité en fonction de ce que j'ai en tête, mais je garde présent à l'esprit que la réalité peut être différente. Voilà, en gros, pour synthétiser ça. Ensuite, sur la deuxième question, variété requise, comment ces organisations sont diversifiées ? Comment ces organisations se sont diversifiées ? Il y a un point… alors, il y a des trucs concrets, enfin, je veux dire, je ne sais pas, ça peut être en faisant bouger les gens d'une fonction à l'autre, etc. Mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du truc, c'est d'autoriser
de ne pas suroptimiser l'organisation. C'est ça le cœur du truc. C'est-à-dire ne pas décourager toute méthode de travail alternative, par exemple. Ne pas décourager toute idée qui ne serait pas l'idée mainstream, pour prendre des termes un peu différents. Mais c'est en permanence avoir un fonctionnement qui cultive l'altérité. Voilà, c'est ça. Hein, ça renvoie à la complexité, c'est-à-dire un système complexe, c'est un système qui a en son sein des propriétés, des énoncés contradictoires. Donc, il faut les faire coexister en permanence. Hein. Et donc, principe de variété requise, il faut être aussi varié ou complexe que l'environnement qu'on tente de contrôler. Donc, il faut en son sein avoir des énoncés contradictoires. Des gens, voilà. Pour le dire d'une façon plus triviale, pour gérer le bordel, il faut avoir un peu de bordel en soi, en interne. Voilà. Hein, et ça, évidemment, que des gestionnaires, etc., ils ne supportent pas ça. Hein, parce qu'ils veulent couper tout ce qui est Slack et choses non contrôlables. Donc, il faut accepter du non-contrôle pour pouvoir contrôler. C'est le paradoxe des HRO. Formidable. Alors, on a un commentaire de Véronique, proposition de basculer en interaction intersubjective, développer et former au leadership synergique. Peut-être. Je ne sais pas bien ce que c'est que le leadership synergique, mais… Peut-être qu'on va prendre l'intervention qui pourra en partie répondre de Florence Marie. Pour résumer, je suis spécialiste en facteurs organisationnels et humains pour la direction de la sécurité de l'aviation civile et je travaille aussi beaucoup pour l'association Facteurs Humains en Santé en tant qu'ancienne infirmière. Et donc voilà, le fait d'avoir les liens entre les facteurs humains, la fiabilité, la complexité et puis les dimensions sensibles, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement. Et je me demandais si, justement, dans les interactions génériques ou intersubjectives, est-ce qu'il pouvait y avoir aussi un parallèle avec la relation « je, tu et je, cela » de Martin Buber? Et la deuxième chose, c'était est-ce que tu vois d'autres pistes? Alors, je vois que tu viens d'en donner certaines, mais sur les organisations pour pouvoir développer la singularité du vivant dans les organisations, pour pouvoir vraiment développer des interactions intersubjectives. Peut-être que, je ne sais pas si Marie-Sylvie pourra répondre, parce que Marie-Sylvie connaît bien Martin Buber, et j'ai retenu de ce qu'elle m'a expliqué que le jeu, ça serait quand même un petit peu la dimension technique, le fonctionner, c'est-à-dire considérer une personne simplement pour sa fonction, par exemple une caissière, voilà, c'est simplement une caissière, et le je tu, c'est la considérer dans son intersubjectivité comme une personne humaine, et dans ce cas-là, doit être en interrelation plus proche, enfin, plus globale, plus complexe. Voilà. C'est pour ça que le lien me semblait assez flagrant, mais j'avais envie d'une confirmation. Moi, je ne peux pas la donner parce que je ne connais pas bien ça, mais ça me paraît tout à fait correspondre. Alors, Jean-François voulait intervenir. Avec le micro. C'est encore mieux. Et en vous présentant. Voilà, bonjour, Jean-François Gervaret, médecin généraliste rural à l'origine, avec une fonction hospitalière pendant un temps. J'ai évolué sur plusieurs vies et actuellement je suis en représentation du Conseil national de l'Ordre des médecins et on s'intéresse beaucoup à cette situation où on a rencontré déjà Claire Georges. Dans une de mes vies, j'ai eu à travailler sur la gestion des risques. En particulier avec quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est René Amalberti, en tout cas que M. De Gauss connaît, et on a fait de la gestion du risque dans les établissements et on a étendu ça dans la gestion du risque en cabinet ou en secteur un petit peu plus restreint. On retombe sur cette question que vous disiez tout à l'heure entre le HRO, efficacité et sécurité. J'aurais tendance à dire que le triangle est bouclé, parce que plus on aura de sécurité, plus on aura d'efficacité. On gère cette efficacité. Alors évidemment, ça dépend du doute, ça dépend du but. Si on gère uniquement pour une histoire de compétitivité, je suis d'accord, ça n'est pas ça le sens et on s'éloigne de l'humanisme en médecine. Mais si on le gère en tant que sécurité des soins pour obtenir
une efficacité et donc une qualité. C'est un terme auquel je tiens toujours et qu'il faut souligner sur la qualité des soins. C'est une gestion. Alors, une des questions, c'était que vous avez un sacré travail d'information et de formation à faire parce que j'ai observé dans beaucoup d'études justement de cette gestion du risque un problème énorme de management d'équipe, avec des dangers qui se situent à chaque fois. Et quand je travaillais avec René Almalberti, il avait pris, puisqu'il avait travaillé sur le modèle aéronautique que vous avez cité tout à l'heure, sur la gestion du risque aéronautique, mais on va dire en aval de la situation, c'était tout un problème de recherche de microsignaux. Et pour revenir à notre cœur de métier qui est le diagnostic, quelle est la finesse diagnostique du médecin quand il recherche le micro-symptôme, le micro-signal qui peut l'alerter? Ça, c'est de l'expérience. C'est un petit peu cette recherche qui m'a toujours travaillé, et justement de ne pas travailler en aval de l'accident, mais en amont. Quand je parle d'accident, je parle de la maladie, là. Sans parler de la prévention, qui est un autre curseur. Donc, c'était un petit peu cette complexité. Je voulais vous remercier de cette analyse extrêmement fine de rapport entre les sciences humaines et les sciences dures, les sciences mathématiques, étant issu d'un milieu de mathématiciens de mon côté. Donc, je suis très attentif à ce lien qu'on peut faire entre les deux, tout en gardant en centre ce qui nous a toujours guidés, qui est cette philosophie de l'humanisme qui recentre un petit peu notre soin, et que certaines équipes oublient justement. Que certaines équipes, je parle y compris, comme ça a été dit par M. Legos, les équipes administratives qui sont centrées sur la quantité, sur la sécurité et non pas sur la qualité et sur l'efficacité. C'est là où l'opposition se fait, mais l'équipe… Alors, je voulais vous remercier beaucoup pour votre colloque qui est passionnant et qui nous fait poser beaucoup de questions. Et c'est le but d'un colloque, c'est d'avoir beaucoup de questions plus que beaucoup de réponses. Et je voulais vous en remercier. Donc, en fait, c'était ce triangle entre HRO, efficacité, sécurité, où moi, j'aurais tendance à fermer la boucle à un certain moment. Merci. Merci. Ben, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Je voudrais peut-être revenir sur un point que je n'ai pas traité, la question de Florence Marie sur comment on fait pour développer les interactions intersubjectives. Alors, on a observé beaucoup de modalités. Je vais en citer juste une. Par exemple, le format, même si ce n'est pas archi formalisé, mais la façon dont, je pense à un exemple que j'ai en tête là, dans les pompiers entre guillemets d'élite américains, c'est la façon dont le chef, avant d'envoyer un intervenant sur la scène, le briefing, les formats de briefing. Voilà, par exemple, un truc très concret pour développer les interactions intersubjectives, c'est le format de briefing. Je ne sais pas si je l'illustre ou pas, mais et après je généraliserai pour répondre complètement à ce que les Florence parlait. Par exemple, le format de briefing classique, c'est le suivant. Donc, vous imaginez la situation, vous avez une intervention, je ne sais pas, c'est un feu de forêt, ce que vous voulez, et le chef d'équipe, ou il y a des noms spécifiques, mais peu importe, décrit ce qu'il faut faire devant son équipe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà la situation, telle que je la vois. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que voilà l'intention, voilà ce qu'il faut faire. Bon, ça c'est très classique. Là, ça commence à devenir intéressant, c'est qu'il explique, il dit, voilà les paramètres auxquels il faut faire attention et qui rendraient caduque ce que je vous demande de faire. Donc, très concrètement, je ne sais pas si vous intervenez pour arrêter un feu. Si les flammes dépassent, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 5 mètres, c'est que là, on est dans un truc sérieux. Et donc, l'action que je vous demande, de toute façon, elle ne sert à rien. C'est-à-dire établir le périmètre de validité de l'action. Hein. Donc, voilà, troisième élément du format. Et quatrième élément, qui répond directement à la question de France-Marie, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parlez-moi. Voilà. Donc, vous voyez, on ouvre des espaces de dialogue. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous voyez bien, le chef, il ne tire pas là sa légitimité parce qu'il a la position de chef. Il la tire parce que
il a son analyse de la situation, qui demande, etc., mais qui n'hésite pas à dire « Qu'est-ce que j'ai oublié? Parlez-moi ». Voilà. C'est un exemple. Mais je voudrais généraliser un peu ça parce que, en fait, chaque modalité est adaptée à un contexte donné. Et finalement, le point essentiel dans ce type d'idée, c'est est-ce que ces concepts, ces idées me parlent dans ma pratique, sont plausibles avec mon expérience et ce que j'ai lu dans la littérature. Donc, est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est plausible? Et est-ce que ça m'ouvre des perspectives pour l'action? Est-ce que cette façon de voir ma réalité me fait penser à des choses que je pourrais changer? Et en fait, c'est le point, enfin, alors, quand on fait de la recherche, ça correspond à ce qu'on appelle un paradigme, une posture épistémologique constructiviste, mais peu importe. En termes d'intervention, c'est est-ce que ça me parle, c'est plausible, donc compatible avec mon expérience, et ça m'ouvre des perspectives pour l'action. Et dès lors que c'est le cas, eh ben, les modalités qui vont permettre de développer plus d'interactions intersubjectives, puisque ça m'a ouvert ces idées m'ont ouvert des pistes d'action, eh ben, je vais les trouver adaptées à mon contexte. Alors évidemment, c'est quand même intéressant de savoir comment les autres, parce que ça nous donne des idées. Mais le point essentiel sur lequel je voulais insister, c'était ça. C'était parce que moi, ça m'arrivait très fréquemment d'être dans des bureaux de directeurs ou de directeurs généraux et qui me disent c'est vachement intéressant votre truc sur HRO, là, mais prouvez-moi que ça marche. Prouvez-moi que je vais faire des économies, ça marche, etc. Et ma réponse est systématiquement la même. Ce n'est pas le sujet. Est-ce que ça vous parle? C'est plausible? Ça vous offre des pistes d'action? Si c'est non, au revoir. On va peut-être essayer de parler comme ça aux directions, non? Parce que c'est vrai. Moi, c'est comme ça que j'en parle. C'est ça, on nous demande toujours, prouvez-moi, fournissez des chiffres. Et voilà, on est un petit peu, enfin, très, très en difficulté pour répondre. Peut-être qu'on va essayer de leur parler comme ça. Ils n'ont jamais eu les chiffres de la qualité du soin. C'est ça le problème. Non, c'est ça. Le résultat, si le patient guérit ou pas guéri, s'il a bien. Voilà. Ils n'ont pas ça. Donc, la situation des pompiers, c'est aussi celle, j'avais discuté avec Malberti et Michel Serres, celle des rugbyman. On a été voir des équipes de rugbyman. C'est la même chose. C'est avant, ils font un plan, mais ils disent mais si jamais vous avez le ballon, vous allez au but. Hein. Vous ne passez pas comme on avait dit. Donc, c'est un peu ça. C'est que, en fait, compte, il y a à la fois l'intersubjectivité avant, mais même pendant, en fait, compte l'action. Parce que il faut que le ballon aboutisse sur la ligne. Mais ça correspond aussi à un point qui est important dans le monde social, c'est que quand on veut donner des chiffres ou prouver que des choses marchent, il faut dire, OK, on examine telle situation et toute chose égale par ailleurs, voilà ce qu'on obtient dans telle situation. Sauf que dans le monde social, de toute chose égale par ailleurs, il n'est jamais réalisé. Donc, les critères de validation de la connaissance, donc dans une posture épistémologique qui serait plus constructiviste, c'est ça, c'est plausible. Il faut quand même que ça plausible. C'est ce que Benassayag, qui est celui qui a développé surtout ces idées autour de fonctionner exister, appelle X-tolérance. C'est-à-dire que la réalité, c'est X-tolérance. C'est-à-dire que nos idées, ou ce que Spinoza appelle une idée adéquate, c'est-à-dire nos idées, il y a quelque chose qui dit oui, quoi. Il y a une réalité matérielle qui fait qu'effectivement, ça correspond à quelque chose dans la matière. Il faut quand même que ça soit X-tolérant. Mais le toute chose égale par ailleurs n'étant jamais réalisé, il faut se dire, c'est plausible, ça correspond à mon expérience, c'est ça que j'appelle le X-tolérant. Et ça m'ouvre des perspectives, parce que si ça ne m'ouvre pas de perspectives, ça me fait penser à rien, c'est intéressant, mais enfin bon, c'est juste intéressant.
c'est vrai que c'est compliqué, mais peut-être que justement la situation actuelle étant tellement sous tension, avec cette situation de crise chronique qui s'est acutisée, peut-être que ça va un peu quelque part imposer à pousser des évolutions qui parlent, qui sont plausibles et qui donnent des perspectives. Leur tour, et peut-être encore quelques questions. Et puis, sinon, dans tous les cas, on est toujours en préparation, en réflexion, en perspective du colloque du 24 septembre. Voilà. Et d'ici là, voilà, on aura des interactions et puis des partages. Peut-être comme une petite mise en perspective avec les passes, le travail en passe. On peut rapidement. Très rapidement. Oui. Aussi dire un petit mot sur la mise en perspective avec la méthode simple, enfin, que tu as Vas-y. en 2 minutes. Allez. Voilà. Bon, alors c'est vrai que tout le monde ne connaît pas encore la méthode simple. C'est voilà, une méthode entre guillemets ou une démarche. Voilà, on s'est dit. Malgré et tenant compte de toute la complexité, l'hétérogénéité de toutes les situations, si on essayait de proposer quelque chose comme une démarche, une sorte de boussole pour essayer de se débrouiller, pour avoir un chemin comme cette boussole dans les situations imprévues et complexes. Et donc, voilà, on a regroupé ça avec un acronyme simple, un petit peu provocateur, parce qu'évidemment, on sait bien que c'est tout sauf simple, mais voilà, SIMPLE. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des mises en perspective avec ces HRO, peut-être voilà, on va le revoir. S, c'est pour une approche systémique, c'est-à-dire que finalement, on ne peut voir la situation que dans une globalité. C'est ce qui correspond à ce que tu as évoqué. C'est un des idées à l'origine des HRO. Donc ça c'est... Oui, c'est ça. Le I, c'est pour immédiat, donc c'est-à-dire intervenir au plus tôt, avant que la situation ne devienne plus grave, plus complexe, beaucoup plus difficile à gérer. C'est ce que j'avais indiqué, on est revenu là-dessus, c'est la détection précoce des signaux faibles. Voilà. Le M pour motivation, on l'a évoqué, hein, c'est justement interroger la demande des personnes concernées, les patients et les soignants, dans cette idée de mettre en œuvre une interaction efficace et sûre. Voilà, oui, on peut le rapprocher de l'idée selon laquelle il faut contrer l'inertie organisationnelle qui tend à faire qu'on projette ses attentes sur son environnement. Donc là, ça serait les idées des médecins sur ce que veut le patient sans lui avoir demandé quoi. Le P, c'est pour pluriprofessionnel. Donc, voilà, si on veut avoir une vision systémique et globale de la situation, voilà, on essaye de se réunir avec les personnes qui vont pouvoir apporter un éclairage différent et complémentaire, voire parfois contradictoire d'une même réalité. Alors ça, ça se rapproche très, très, très fortement du principe de variété requise. Voilà. Alors, après, le L, c'est cette question de logistique. Et ce point est important, c'est qu'en effet, on n'est ni dans quelque chose d'un cadre strict qui doit s'appliquer systématiquement de façon irréfléchie, ni dans quelque chose qui soit complètement aléatoire, pour lequel on serait assez perdu. Donc, il faut quand même des cadres qui peuvent être un peu rigides, c'est-à-dire qu'on a quand même des règles de fonctionnement, des règles d'organisation au sein desquelles on va pouvoir mettre en place la souplesse nécessaire à la créativité, à l'inventivité, à trouver les solutions les plus justes, les plus adaptées, les meilleures ou tout au moins les moins mauvaises. Oui, alors ça peut se rapprocher d'un quelque chose que je n'ai pas développé, mais les HRO arrivent à faire coexister dans une même organisation une structure hiérarchique classique, avec, lorsqu'un problème spécifique se pose, une reconfiguration de l'organisation qui est totalement indépendante de la structure hiérarchique, où on met en face du problème posé les experts du problème, indépendamment de leur position hiérarchique. Voilà, donc ça, c'est un peu ce mélange de souplesse et de rigidité. Voilà, dans les situations imprévues et complexes. C'est vrai que ça me fait penser à ce qu'on avait évoqué chez les contrôleurs aériens. C'est qu'il y avait eu une étude à San Francisco où justement on voyait quand
quand la situation est classique, on applique les procédures et tout se passe bien. Et quand alors, le vent change d'orientation et que le trafic devient hyper intense, là, on passe à la modalité de l'horizontalité où on est tous ensemble à trouver la solution la plus adaptée. Donc, c'est vrai que ça évolue en fonction de la situation. Et donc, dans les situations imprévues et complexes, c'est l'humain qui reprend la main. Et pour finir, le E, qui est celui qui répond aussi à la question posée par Florence Marie, c'est comment on active cette intersubjectivité. C'est les conditions de la mise en œuvre de tout ça. Donc, on a mis le E pour échange, écoute. Et finalement, il ne suffit pas d'être réunis, d'être en pluriprofessionnel. Pour que tout ça se mette en œuvre de façon efficace, il faut aussi les conditions qui sont celles de la sécurité, de la confiance et du respect réciproque. La sécurité psychologique en particulier, qui permet aux uns et aux autres de pouvoir évoquer, présenter la façon, ne pas hésiter simplement à prendre la parole pour justement, alors soit avoir une position d'avocat du diable ou tout simplement évoquer la réalité la plus, on va dire, proche du patient, par exemple, en faisant intervenir une aide-soignante qui va pouvoir rapporter des choses extrêmement précieuses et importantes de la situation. Voilà, donc ce E, il est aussi extrêmement important pour mettre en... On a parlé de l'importance des interactions, la qualité des interactions, et dans les HRO, il y a aussi une importance forte qui est donnée à ce qu'on appelle les interactions respectueuses. Alors, dans la HRO, ce qu'on appelle l'interaction respectueuse, c'est des interactions dans lesquelles on respecte la perception de l'autre, mais on respecte la sienne aussi, c'est-à-dire qu'on rapporte honnêtement ce qu'on a vu ou ce qu'on a perçu. Et la troisième caractéristique des interactions respectueuses, c'est que du coup, on essaye d'intégrer ce qu'on nous rapporte, ce que l'autre a vu, et ce que nous, on a vu, même parfois c'est contradictoire, mais on essaye de l'intégrer pour essayer de comprendre s'il y a cette contradiction ou s'il n'y a pas une contradiction pour proposer des interprétations qui intègrent ces deux perceptions. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on appelle, ce qui est appelé interaction respectueuse, qui a de longs développements, mais les trois caractéristiques brièvement exposées sont celles-là. Mathilde, une question? Un commentaire? Oui, bonjour. Et merci pour votre présentation qui était passionnante. Moi, je suis médecin généraliste et j'exerce à la Passe Saint-Louis et dans le 19e arrondissement. Et effectivement, je trouvais ça très intéressant, cette notion de signaux faibles. Comme le rappelait d'ailleurs Jean-François, c'est vrai qu'en médecine générale, on est très attentif aux signaux précoces des maladies. En fait, ça me faisait penser au livre aussi de Frédéric Keck qui parle des sentinelles des pandémies et donc des techniques qui sont développées pour être attentif justement et éviter une pandémie. Et donc, lui, il parle aussi de la préparation à ces crises et comment cela convoque aussi nos imaginaires. Et comment il faut mobiliser, parce qu'en fait, il faut imaginer un risque potentiel qui n'existe pas et comment on va y répondre par la suite. Et voilà, je trouvais ça intéressant aussi, cette préparation au risque, en plus d'être attentif après aux signaux faibles, à l'écoute. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci. Encore une question, et puis après, on fera une conclusion. Je m'appelle Julie, je suis étudiante en Master 2 d'éthique médicale et bioéthique à l'Université de Paris. Et cette année, je m'intéresse au principe de garantie humaine du numérique en santé. Et j'ai vu que ce colloque mettait en avant la place essentielle de l'humain. Et je voulais savoir, selon vous, si vous connaissiez ce principe et si vous pensiez qu'il répond à cet objectif par rapport au développement de l'intelligence artificielle en santé. Ça s'adresse à moi. À qui veut répondre? Moi non plus, je ne connais pas, mais on aura peut-être le temps d'en reparler avant le colloque pour pouvoir répondre à la question. Alors, on arrive à 12h45 et peut-être qu'il est temps de clôturer. Je vais proposer à François peut-être de nous dire quelques mots pour conclure et avant de vous dire à très bientôt et puis
en perspective du 24 septembre, bien sûr. Ah oui, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire très rapidement, car il n'y aura que 140 places. Donc, on sera dans un phénomène en tension. François? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Bon, tu me prends un peu de cours, je n'avais pas prévu de faire la conclusion. Dire un mot de au revoir, tout simplement. Hein. C'est pas... Mais en tout cas, la synthèse, mais c'était très riche. C'est effectivement des sujets qui sont très intéressants. On avait, dans un webinaire précédent, en plus parlé des activités en haute montagne. Donc, c'était vraiment dans la directe ligne de ce qu'on avait entendu. Et donc, voilà, merci beaucoup, Renaud, pour cette intervention. Hâte de vous rencontrer. J'ai l'impression que tout le groupe Facteur Humain vous connaît déjà. Donc, c'est super. Et puis, merci Claire pour l'organisation de ce webinaire colloque qu'on avait organisé, qui est organisé du coup en amont du prochain qui aura lieu donc, en septembre au ministère de la Santé. On va essayer de communiquer pendant les prochaines semaines pour un peu donner quelques infos. Et puis, un de nos objectifs peut-être serait aussi de toucher les gens qui sont dans la gouvernance, les directeurs d'hôpitaux, parce que je pense que moi, je serais directeur d'hôpital, je trouverais ces contenus vraiment très intéressants. Voilà, c'est mon point de vue. Bon, en attendant, on est acteur de première ligne et manifestement, on fait tourner la boutique. Donc, merci encore, merci à tous. Et puis, à très bientôt. Claire, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, à très Merci. bientôt. Hein. Peut-être qu'on vous enverra quelques petits questionnaires, pas pour un énième questionnaire de satisfaction, mais voilà, pour proposer des nouvelles idées qui ne manqueront pas de germer certainement après cet échange vraiment très riche. Encore une fois, je trouve ça passionnant de ce décloisonnement entre tous ces champs et c'est extrêmement fructueux, nourrissant, enrichissant et très, très à la fois utile en termes de performance, de qualité de vie au travail. Voilà, ça donne de l'oxygène et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et encore une fois, merci mille fois, Renaud, pour cette très belle interrelation. Et à très bientôt à tout le monde pour la suite. Alors, à nous de construire la suite ensemble.